où la végétation est un petit peu plus touffue. Et puis vous vous rendez compte qu'il y a quand même un moment où il y a un écoulement quand même des eaux. Alors peut-être pas toute l'année, mais au moins sur un certain moment de l'année. Alors là, ça n'a rien à voir, c'est une forêt noire, c'est Benjamin qui est en train de manger une forêt noire. C'est quand même offert ça en arrivant là-haut. Quelque chose qui m'intéressait aussi, c'est que dans ce livre de Claudio Magris, dans Danube, qui a été publié en Italie en 1986 et qui décrit un voyage qui a été fait au début des années 80, Magris traversait ces pays qui sont indiqués ici. Et donc les pays qui sont indiqués ici, vous voyez, c'est la République fédérale d'Allemagne, à l'époque de Magris, ce n'est que la RFA, l'Autriche, qui n'a pas changé, la Tchécoslovaquie, qui n'existe plus, et donc aujourd'hui la partie où le Danube coule, c'est la Slovaquie, la Hongrie, qui n'a pas changé, la Yougoslavie, qui n'existe plus, la Roumanie, qui n'a pas changé, la Bulgarie, qui n'a pas changé, et l'Union soviétique, qui n'existe plus non plus. Et donc l'idée aussi, c'était dans ce livre, dans cette remontée du Danube à contre-courant, c'est aussi de parler de pays qui ont été bouleversés. Ce pays donc, dans lequel nous avons vécu, Benjamin et moi, parce que Benjamin aussi a vécu à Novi Sad et a acheté lui aussi son vélo sur un marché aux puces, sur le même marché aux puces, qui s'appelle Nylon à Novi Sad. Cette Yougoslavie a connu la guerre, et notamment la région qui est traversée par le Danube entre la Croatie et la Roumanie, entre la Croatie et la Serbie, que nous avons traversée. C'est une région qui est encore minée aujourd'hui, donc il y a encore des mines, vous ne pouvez pas vous aventurer dans les... il y a non seulement des marécages, mais il y a aussi des mines. Donc c'était aussi ça, d'écrire en fait les bouleversements qu'il y a eu depuis les années 80, avec aussi l'Ukraine, qui est un pays qui a encore qui connaît encore aujourd'hui la guerre, et qui est un pays très très pauvre, puisque donc nous, les régions qu'on a traversées là, sur les 4 jours en Ukraine, il n'y avait pas de... Alors qu'on prenait des routes qui étaient quand même indiquées en jaune sur la carte, ce sont donc des routes qui a priori n'étaient pas si petites que ça, qui étaient des routes quand même assez importantes, où il y a des camions qui passent, tout ça. Ce sont en fait aujourd'hui des routes dont le goudron est complètement détruit, il ne reste plus rien. En vélo, on essaie de passer sur des fils en fait, entre 2 ornières, et puis les camions passent de part et d'autre sur d'autres pistes qui ont été tracées, qui sont des pistes de terre. Donc de temps en temps, on s'engouffrait derrière les camions sur les pistes de terre. Mais là, c'est vraiment des routes qui sont des routes vitales encore pour l'Ukraine, où vous avez quand même beaucoup de camions qui passent. Donc on s'est rendu compte aussi à quel point la campagne ukrainienne, entre tout ce qui est en fait la région de la Bessarabie, entre Odessa et Ismaïl, et jusqu'à la frontière moldave, est aujourd'hui une région encore très 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 pauvre. Et je crois encore plus pauvre en fait qu'à l'époque où Magris écrivait son livre dans les années 80, sachant que Magris n'était pas allé jusqu'en Union soviétique, puisqu'à l'époque c'était un petit peu compliqué d'aller en Union soviétique, surtout dans des zones qui sont des zones frontalières. Et alors là, vous voyez, Benjamin vous montre quelque chose qui est... Ce que vous voyez là, je vais vous la montrer là. Vous voyez ici, il y a une gouttière. Et dans le livre de Magris parle, pour ceux qui l'ont lu, il parle d'une gouttière. Et moi, je me disais toujours, il dit le Danube n'est qu'une gouttière, pour dire à quel point ce fleuve est humain, en fait. En racontant même l'histoire d'une vieille dame, une paysanne, qui va alimenter la gouttière. Et j'aime beaucoup cette idée, parce que dans cette idée, il y a aussi l'idée de chat de gouttière. Vous savez, on a cette expression en français, alors je ne sais pas si ça existe en roumain, si vous avez l'équivalent, mais nous on dit un chat de gouttière. Un chat de gouttière, c'est pour dire un chat bâtard, un chat qui n'est pas de race. Et donc,
J'aime bien cette idée parce que c'est l'idée que le Danube est quelque chose d'extrêmement artificialisé aujourd'hui, et aussi quelque chose qui appartient à toute l'Europe, puisque c'est le pays le plus partagé, ça vous a été dit tout à l'heure dans la vidéo, c'est vrai, c'est un pays qui traverse 10 pays, qui a un bassin hydrographique immense, de 820 000 km², donc c'est quand même quasiment 2 fois la France en superficie. Donc si le Danube, si tout le bassin du Danube était un pays, ça serait le plus grand pays d'Europe, plus grand que la France, plus grand que l'Ukraine. Donc cette idée, en fait, c'est une idée que j'aime beaucoup. Et en fait, il y a dans ce champ, en effet, puisqu'on n'est pas tout à fait à la ligne de partage des eaux qui se situe là-haut, là où vous voyez l'ombre, qui est la véritable ligne de partage des eaux, de la ligne de partage des eaux. Dans ce champ, des eaux coulent au moment des fortes pluies, et donc sont récupérées dans cette gouttière. Donc j'imagine que si on y va avant que ce pré soit totalement enneigé, parce que je pense que l'hiver il est totalement enneigé, parce qu'on est quand même à 1200 mètres d'altitude en forêt noire, où il y a un enneigement qui est quand même considérable. Si vous arrivez un petit peu avant les neiges, je pense que dans cette gouttière, vous voyez de l'eau passer. Voilà. Et ça, c'est l'autre rivière. Ça, c'est l'Eltz, qui est la rivière qui, elle, coule vers le Rhin et qui n'a pas le temps de grossir. Comme quoi, les choses se jouent à très peu. Ouais, peut-être pas plus de temps pour vous présenter tout ça. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je voulais savoir s'il y avait des questions de votre part. Il nous reste un petit peu de temps. Bonsoir monsieur, merci de vos explications et de vos photos magnifiques. Je suis le professeur roumain à l'Université Polytechnique de Bucarest, Nicolae Dragulanescu, et président de l'association Ligue Roumanie-France. Je suis venu spécialement pour vous écouter, pour voir vos images. Deux questions pour être très brièvement. Première question, est-ce que vous avez vu des bateaux de passagers au long du Danube sur le trajet roumain? Et deuxième question, est-ce que vous connaissez les différences entre le delta du Danube et le delta du Rhône? Parce que nous, les Roumains, nous sommes intéressés par votre delta. Et il y a des différences que les Français m'ont fait connaître et qui doivent être connues aussi par les Français qui viennent ici. Merci. Alors, merci pour vos questions. Je crois que la dernière, je peux pas répondre. Moi, j'ai grandi au bord du Rhône, mais ce n'était pas tout à fait le delta. Donc, je connais très peu la région du delta du Rhône. J'imagine quand nous n'avons pas de pélicans, par exemple. Nous, on a pu voir les pélicans, on a vu les pélicans sur le... J'étais pas sûr qu'on puisse les voir, mais on peut voir les pélicans si on va à Sulina. Ils sont là, sur une île qui est d'ailleurs parmi... ça revient à la communication tout à l'heure de M. Pagnon. C'est une des terres, là où les pélicans sont aujourd'hui, c'est une des terres émergées les plus récemment. Et donc, vous savez, ces terres qui sortent de l'eau, en fait, quasiment, puisque le Danube continue à alluvionner et à construire son delta. Et là, alors, la première question, c'était sur... Non, c'est vrai que nous n'avons pas vu de bateau de passagers, alors que quand vous êtes à Novi Sad, vous en voyez tout le temps. Il y a des croisières qui arrivent à Novi Sad tous les jours. Il y a même des croisières qui viennent de France, il y a des croisières qui arrivent de Strasbourg, donc ils doivent passer par le circuit que vous voyez dans la première vidéo, c'est-à-dire par le canal qui relie le Rhin au Danube par le Main, et qui arrive qui font Strasbourg, Novi Sad. Mais non, sur la partie roumaine, nous n'en avons pas vu. Alors est-ce que les croisiéristes ne vont pas plus loin que les cyclistes, parce que vous savez que beaucoup de cyclistes s'arrêtent aussi à Novi Sad, puisque c'est là que s'arrête la piste cyclable. En fait. Nous prenons sur toute la portion, alors que nous avons eu beaucoup de pistes cyclables entre Novi Sad et Mulhouse, là, entre Odessa et Novi Sad, en tout cas pour l'instant, nous n'avons pas vu de piste cyclable. Donc l'Eurovélo n'existe pas vraiment. Hein. L'Eurovélo, il s'arrête, si, il existe, mais il va jusqu'à Novi Sad, il ne va pas plus loin.
vous avez mis vos routes sur Strava ou un autre site qui suit les sites, les applications sur le portable qui suivent les routes à bicyclette? Oui, ça existe. Il y a une application. Vous êtes sur quoi? Quoi? Sur laquelle êtes-vous? L'application Eurovélo. Ah, Eurovélo. Ouais. Parce que moi, je me mets sur Strava, tout, et je me demandais, je vous ai cherché sur Strava, vous n'êtes pas là. Donc, vous êtes sur Eurovélo. Ouais. D'accord, d'accord. Am văzut că nu aveți echipament de camping pe bicicletă. Stella Hotel. Une nouvelle fois, peut-être? Une question? Est-ce que vous pouvez juste répéter votre question? Am remarcat că nu aveți echipament de camping pe bicicletă. Si, bien sûr, si. Care a fost experiența dumneavoastră cu facilitățile turistice pe tot traseul din România? Notre expérience avec les structures touristiques, ça dépend ce que vous voulez dire. Pour cette partie qu'on est en train de faire, donc d'Odessa à Novi Sad, nous n'avons pas trouvé pour l'instant de camping. Si, on en a vu un, mais qu'on a raté. Sinon, la tente, on la pose n'importe où dans les prés, c'est ce que nous disent les gens quand on passe. C'est comme ça qu'ils nous disent de faire. Donc on se présente dans les villages, on va voir le maire, et il nous dit vous mettez la tente dans le camping, sinon vous mettez dans la tente dans les prés ou au bord du Danube, et sinon on va loger là où on peut, c'est soit chez l'habitant, soit dans des hôtels, des pensions. Și mâncarea, cât de dificil a fost să o găsiți? Non, jamais. La nourriture, c'est pas un problème. On trouve toujours. Pour avoir participé aussi à aider un journaliste allemand à faire une sorte de parcours similaire et à tourner un film, je voulais savoir quelle était votre expérience, si vous avez aimé donc plus le côté amont, ou plus le côté aval, ou si vous trouvez qu'il y a plus d'intérêt pour les cyclistes, pour les touristes dans l'une de ces zones que dans l'autre. Et puis comment vous avez calculé ou préparé ces étapes à partir de Odessa? Qu'est-ce qui vous faisait vous arrêter un jour? Seulement le nombre de kilomètres que vous pouviez parcourir à vélo physiquement, ou aussi des attractions, des choses à voir? Et troisièmement, si c'est possible, qu'est-ce que ça va donner? Un journal ou un film ou... Parce que j'ai peut-être pas très bien compris, merci. Alors, donc la question sur... la première question, c'était, redites-moi. Qu'est-ce qui était le plus intéressant? Ah oui, sur les deux, oui. C'est compliqué de les comparer parce qu'en fait, c'est très très difficilement comparable. On va dire que on est content, je crois que Benjamin sera d'accord avec moi, on est content d'avoir fait d'abord Novi Sad. On est content de l'avoir fait dans ce sens, parce qu'on a fait d'abord Novi Sad Mulhouse, parce qu'on a bien pu s'entraîner pour grimper ensuite la forêt noire, parce que la forêt noire est faite quand même très entraînée pour l'attaquer. Et on est content d'avoir fait d'abord cette première partie. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on l'avait conçu. On se disait que c'était un peu un entraînement, sachant qu'il y avait des pistes cyclables et que moi j'ai peur des chiens, par exemple. Donc les chiens errants, ça me fait peur. Je savais qu'il n'y avait pas de chiens errants. En Serbie, on en trouve un petit peu. En Croatie, déjà beaucoup moins. À partir du moment où on arrive en Hongrie, il n'y a plus de chiens errants. Donc il y avait ça, et puis, surtout l'aspect logistique, ça nous a quand même permis de nous entraîner en fait, la première partie. Parce que la deuxième partie, elle est quand même plus dure physiquement. Sachant qu'en fait, on n'a pas de piste cyclable, qu'on peut très rarement... En fait, on ne longe pas toujours, c'est difficile d'arriver vraiment à longer le Danube, à moins de prendre vraiment des chemins de terre, mais qui s'interrompent. Par exemple, on avait pris un chemin de terre, c'était en Ukraine, on a pris un chemin de terre, le chemin de terre
Au début, c'était une route, ensuite c'est devenu un chemin de terre. On a demandé aux gens si on pouvait passer, ils nous ont dit vous n'irez pas plus loin. Puis le chemin de terre, c'était plus que deux traces. On s'est retrouvé complètement dans un champ. Et c'est en regardant sur la carte sur Google Maps qu'en fait on avait vu qu'on n'était pas très loin de la frontière donc vraiment parce qu'on longeait le Danube, on n'était pas très loin de la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie, et qu'il valait mieux vraiment se rapprocher le plus possible de la frontière, et qu'on aurait peut-être une chance en fait en coupant à travers le champ de trouver les traces des patrouilles frontalières. Et donc on est tombé sur les traces des patrouilles frontalières, ce qui nous a permis de retrouver le chemin ensuite. Mais on était en fait à un endroit où le chemin n'existait plus. Donc en fait, la deuxième partie, elle est plus difficile physiquement. Elle est même beaucoup plus difficile, je crois, physiquement. La première partie est on va dire, plus agréable pour quelqu'un qui veut faire du vélo. Pour l'agrément, c'est quand même plus agréable la première partie. Là, c'est plus difficile. Mais les paysages sont aussi beaux, c'est des paysages qui sont en dehors vraiment du couloir du Danube où on retrouve les mêmes végétations, on retrouve des choses qui sont similaires. Ensuite, les paysages sont quand même très différents. Et la troisième question, c'était sur... Si ça va donner naissance à un jour. Ah oui, un livre en fait. Le but de ce voyage, c'est d'écrire un livre. J'ai pas encore tout à fait le titre. J'avais une première idée de titre. En fait, au départ, je voulais écrire une traversée. Moi, je suis plutôt romancier. J'écris différents livres, j'ai écrit des essais, j'ai écrit des récits, mais j'écris essentiellement des romans. Et j'avais commencé un livre sur une traversée de l'Europe à vélo. Sauf que cette traversée de l'Europe à vélo, elle était imaginaire. Et elle se basait sur des endroits que j'avais traversés, mais j'avais jamais fait une traversée de l'Europe en continu. J'avais pédalé dans plusieurs pays où j'étais allé. Et en fait, je me suis dit, après avoir écrit une centaine de pages comme ça sur cette traversée, je me suis dit, il faut maintenant que il faudrait que tu le fasses pour de vrai, il faudrait que tu l'expérimentes, parce que c'est bien beau de raconter ça, mais si tu ne l'as pas vécu, ça ne marche pas. Donc il y avait quand même cette idée. Et c'est après qu'est venu tout le projet de, remonter à contre-courant, dans le sens qui est aussi, cette idée, c'est aussi d'aller dans un autre sens que celui auquel on est habitué. C'est à contre-courant, c'est à rebrousse-poil, c'est contre un peu l'imaginaire qu'on a des pays de l'Est et tout ça, qui est un petit peu fatigant quand même, avec en s'imaginant presque comme si nous, on était des gens de l'Est en fait. Parce qu'on a vécu, parce que moi j'ai beaucoup vécu dans les pays de l'Est et tout, donc en me disant, en sortant, en ne regardant pas les choses comme un Français a l'habitude un Français, moi, un Allemand a l'habitude de regarder les choses. Donc c'était ça un petit peu l'idée. Puis en allant aussi dans le sens des invasions, des grandes invasions barbares qui ont constitué l'Europe en fait. Un des points de départ de notre, à côté de Novi Sad, il y a une nécropole qui est une nécropole khazare. Et je ne sais pas si vous savez ce que sont les Khazars, c'est ce peuple qui s'était converti au judaïsme, qui vivait sur les bords de la Caspienne. Et donc les Khazars ont remonté le Danube, donc ça je parle du bas Moyen-Âge, et sont arrivés jusque dans la région de Novi Sad. Donc mais c'est la même chose pour les peuples qui ont constitué le peuple actuel, le peuple hongrois actuel. Ils sont venus on sait bien qu'ils sont venus des steppes. Donc c'est cette idée de venir des steppes d'une certaine manière, parce que nous venons tous d'une certaine manière des steppes. Bonjour. Quelle est votre opinion sur pourquoi vous croyez que l'Allemagne donne beaucoup d'importance pour ce fleuve, pour le Danube, en condition dans laquelle seulement une petite portion de Danube, c'est sur le territoire allemand. Donc pour nous, pour le Roman, nous avons un troisième de ce fleuve. Un tiers, ouais. Mais on a vu dans vos photos, aussi dans vos racontes, quelle importance